Chaque wagon de marchandises en Amérique du Nord porte une roue en acier boulonné à l'une de ses extrémités, reliée par des chaînes et des engrenages aux sabots de frein situés en dessous. Pas d'électronique, pas de capteur, pas de logiciel. Un travailleur l'attrape, la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et les freins se verrouillent. C'est tout le système. Mais dans une industrie qui suit les expéditions par satellite et déplace le fret derrière des locomotives de 4000 chevaux, cette roue actionnée à la main n'est pas optionnelle. Elle est imposée par la loi fédérale sur chaque wagon de marchandises du pays. Alors pourquoi une technologie qu'un vétéran de la guerre de sécession reconnaîtrait se trouve-t-elle encore sur chaque train en Amérique? La réponse est enfouie sous plus d'un siècle de sang, de législation et de physique. Et elle commence par le métier le plus dangereux en temps de paix de l'histoire américaine. En 1874, les chemins de fer transportaient pratiquement tout dans le pays. Le coton du Sud, le bétail de l'Ouest, le charbon des Appalaches, les produits manufacturés des usines de la Nouvelle-Angleterre. Le réseau se développait à un rythme qui mettait à rude épreuve toutes les ressources disponibles, y compris les vies humaines. C'était 1874. Et un fermier de l'Iowa nommé Lorenzo Coffin était à bord d'un train de marchandises lorsque la locomotive ralentit pour s'atteler à un wagon supplémentaire. Un serre-frein s'avança entre les wagons, se positionna à côté de l'attelage en fer et tendit la main pour faire tomber une lourde goupille en place. Le moment fut décalé d'une fraction de seconde. Les wagons se percutèrent et Coffin regarda l'homme perdre 2 doigts. Coffin fut horrifié, mais ce qui le perturba davantage, ce fut la réaction des autres membres de l'équipage. Ils levèrent à peine les yeux. Un serre-frein qui perdait des doigts, ce n'était pas inhabituel. C'était simplement le prix du métier. Coffin commença à poser des questions. Il parla aux cheminots à travers l'Iowa et découvrit que l'accident auquel il avait assisté était si courant qu'il méritait à peine un rapport. Les chemins de fer des années 1870 et 1880 fonctionnaient avec un système qui broyait les corps humains à une échelle industrielle. Les serre-freins étaient au cœur de ce carnage. Leur travail était simple sur le papier et mortel dans la pratique. Quand le mécanicien sifflait le signal de freinage, les serre-freins se précipitaient sur le dessus des wagons de marchandises en mouvement, à 3,50 m ou 4 mètres au-dessus des rails, sautant de wagon en wagon pour atteindre les roues de frein montées sur chaque toit. Ils tournaient les roues à la main, serrant des chaînes qui plaquaient les sabots de frein contre les roues en dessous. Par beau temps, c'était dangereux. En hiver, avec la glace recouvrant les passerelles en bois, au sommet des wagons, et la neige masquant les espaces entre eux, c'était plus proche du suicide. Et le serre-frein ne s'occupait pas seulement des freins. Il attelait et détellait aussi les wagons à l'aide du système à maillons et goupilles, un dispositif qui l'obligeait à se tenir entre 2 wagons en mouvement et à laisser tomber une lourde goupille en fer en place au moment où il se percutait. Perdre un doigt était courant. Perdre un bras était fréquent. Se faire écraser entre les wagons, c'est ainsi que beaucoup de carrières de cheminots prenaient fin. Mais le vrai choc vient des chiffres. Selon l'Interstate Commerce Commission, rien qu'en 1890, 369 serre-freins furent tués et près de 8000 furent mutilés, uniquement lors d'opérations d'attelage. Le nombre total de morts parmi les employés de chemin de fer cette année-là atteignit près de 2500, avec plus de 22 000 blessés. Le président Benjamin Harrison lui-même s'adressa au Congrès au sujet de ce massacre, le qualifiant de sacrifice cruel et largement inutile. Et pourtant les chemins de fer continuèrent comme avant, parce que les alternatives coûtaient de l'argent. Ce qui rend cette période encore plus troublante, c'est qu'une solution existait déjà. Un jeune inventeur nommé George Westinghouse avait breveté un frein à air automatique dès 1869, alors qu'il n'avait que 22 ans. L'idée était élégante. Une pompe à vapeur sur la locomotive comprimait l'air dans une conduite continue parcourant toute la longueur du train. Chaque wagon possédait son propre réservoir d'air. Quand le mécanicien actionnait les freins, une libération contrôlée de la pression d'air déclenchait les sabots de frein sur chaque wagon simultanément. Pour la première fois, une seule personne dans la cabine de la locomotive pouvait arrêter un train entier. Westinghouse fit une démonstration du système lors d'un essai au départ de Pittsburgh en avril 1869. Alors que le train sortait d'un tunnel près de la gare Union, le mécanicien,
un homme nommé Daniel Tate aperçut un chariot tiré par des chevaux, arrêté sur les voies à la gare suivante. Il tira le nouveau levier du frein à air, et le train s'arrêta à seulement 3 mètres du chariot. Ce fut le premier arrêt d'urgence de l'histoire ferroviaire qui ne dépendait pas d'hommes courant sur les toits. Mais les chemins de fer furent lents à adopter cette technologie, et la raison n'était pas technique. C'était l'argent. Le frein à air fonctionnait bien sur les trains de voyageurs, où les compositions étaient courtes et où la réputation de la compagnie dépendait du fait de garder les clients payants en vie. Mais les trains de marchandises des années 1880 pouvaient s'étirer sur 50, 60, voire 100 wagons. Adapter le système Westinghouse à ces longueurs nécessitait des modifications importantes. Des réservoirs plus grands, de meilleurs joints, des systèmes de soupapes plus complexes. Le coût pour équiper chaque wagon de marchandises du pays d'un dispositif de frein à air était énorme. Et voici la partie qui reste encore difficile à accepter. Les compagnies ferroviaires firent le calcul et décidèrent que les serre-freins coûtaient moins cher à remplacer que l'équipement à acheter. Un serre-frein mort ne coûtait rien à la compagnie dans la plupart des cas. Il n'existait pas de loi fédérale d'indemnisation des travailleurs. Les compagnies d'assurance-vie refusaient même de rédiger des polices pour les serre-freins parce que le risque actuariel était trop élevé. La Brotherhood of Railroad Trainmen dut créer son propre fonds d'assurance simplement pour offrir une couverture aux familles laissées derrière. Alors les hommes continuaient de grimper, de tourner, de tomber. C'est là que Lorenzo Coffin revint dans l'histoire, et cette fois il ne se contentait pas de regarder depuis un wagon de voyageurs. Après avoir vu le serre-frein perdre ses doigts, Coffin avait réorienté toute sa vie vers la sécurité ferroviaire. Il parcourut l'Iowa en parlant à quiconque voulait l'écouter, des dirigeants de compagnies ferroviaires aux législateurs de l'État. Il fut nommé premier commissaire au chemin de fer de l'Iowa en 1883, et il utilisa cette plateforme pour exiger des freins à air obligatoires et des attelages automatiques sur chaque wagon de marchandises. Coffin organisa une démonstration publique du frein à air Westinghouse en 1887, près de Burlington, dans l'Iowa. Une locomotive tira 50 wagons de marchandises chargés sur une longue descente, et le frein à air arrêta toute la composition de manière contrôlée. L'essai fut un succès, et il donna à Coffin les preuves dont il avait besoin. Mais les États individuels ne pouvaient pas imposer cette mesure au chemin de fer interétatique. Coffin avait besoin du Congrès. Il fit du lobbying pendant 6 ans, se rendant à Washington à de nombreuses reprises, témoignant devant des commissions et faisant pression sur toute personne influente. La résistance de l'industrie ferroviaire fut féroce. Ils arguèrent que le coût était prohibitif, que les pratiques existantes étaient adéquates et que la réglementation gouvernementale paralyserait l'activité. Le Congrès n'agit pas tant que le nombre de morts ne devint politiquement impossible à ignorer. Au cours des 8 années précédant l'adoption finale du Safety Appliance Act, le nombre d'employés de chemin de fer tués ou blessés égalait le nombre total de personnes employées par l'ensemble de l'industrie ferroviaire en une seule année. Le 2 mars 1893, le président Harrison signa la loi. Elle exigeait que tous les trains engagés dans le commerce interétatique soient équipés de freins à air automatiques, d'attelage automatique et de poignées de sécurité. Les chemins de fer avaient 7 ans pour se conformer. En 1900, l'ère du serre-frein sur les toits était officiellement révolue. Mais remarquez ce que la loi ne fit pas. Elle n'élimina jamais le frein à main, ne le reclassa jamais comme obsolète, ne le supprima jamais progressivement. Le Safety Appliance Act rendit les freins à air obligatoires et maintint les freins à main obligatoires juste à côté. Et la raison de cette décision se résume à une seule vérité inconfortable au sujet de l'air comprimé. Il fuit. Le frein à air Westinghouse est un système à sécurité intégré. Quand la conduite de frein est entièrement chargée en pression d'air, les freins se desserrent. Quand la pression chute, les freins s'appliquent. Cette conception signifie que toute rupture ou déconnexion dans la conduite générale déclenche automatiquement un arrêt d'urgence. C'est un concept d'ingénierie brillant pour un train connecté et en mouvement. Cependant, dès qu'un wagon de marchandises est détaché d'une locomotive et laissé à l'arrêt sur une voie de garage, l'équation change.
Le compresseur d'air est sur la locomotive. Sans lui, aucun air neuf n'entre dans le système. Et les joints, les garnitures et les raccords qui maintiennent la pression dans la conduite de frein ne sont pas parfaitement étanches. Ils ne l'ont jamais été, et ils ne le seront probablement jamais. L'air s'échappe, lentement, mais constamment. Sur un wagon entièrement chargé, les freins à air tiendront un certain temps. Des heures, parfois. Mais progressivement, inévitablement, la pression descend en dessous du seuil nécessaire pour maintenir les sabots de frein plaqués contre les roues. Quand cela se produit, les freins se desserrent d'eux-mêmes. Et si le wagon se trouve sur une pente, même légère, il commence à rouler. C'est là que le frein à main gagne sa place. Le frein à main ne dépend pas de la pression d'air, de l'électricité, du fluide hydraulique, ni d'aucune source d'énergie externe. C'est une liaison mécanique entre une main humaine et un jeu de sabots de frein. Un travailleur tourne la roue, ce qui actionne un mécanisme à engrenage, qui enroule une chaîne sur un tambour, qui tire une tige reliée au frein sous le wagon. Les sabots se plaquent contre les roues et y restent, maintenus par la friction des dents d'engrenage elles-mêmes. Le maintien ne nécessite aucune source d'énergie, aucun joint à garder étanche, aucune batterie à garder chargée. En termes d'ingénierie, le frein à main est ce qu'on appelle un dispositif de retenue passif. Son état par défaut est celui dans lequel un humain l'a laissé en dernier. Serré à fond. Il reste serré à fond. Il ne se dégrade pas avec le temps comme l'air sous pression. Et il ne dépend d'aucune condition extérieure au wagon lui-même. Et ce n'est pas un avantage théorique. Les conséquences d'une mauvaise utilisation des freins à main ont été catastrophiques. Que se passe-t-il quand un train de marchandises chargé perd ses freins à air sur une pente de montagne et que personne n'a correctement serré les freins à main? Le soir du 5 juillet 2013, un train de marchandises de la compagnie Montréal, Main and Atlantic Railway, était garé sur une pente descendante dans la petite ville de Nantes, au Québec. Le train était composé de 5 locomotives et 72 wagons-citernes chargés de pétrole brut de Bakken, l'un des produits pétroliers les plus volatiles transportés par rail. Le mécanicien de nuit, Thomas Harding, était le seul membre d'équipage à bord. Il serra les freins à main sur les 5 locomotives et 2 autres wagons, éteignit 4 des 5 locomotives et laissa l'unité de tête en marche au ralenti pour maintenir le compresseur d'air en fonctionnement et le système de frein à air chargé. Peu après le départ d'Harding, des résidents locaux appelèrent les pompiers pour signaler un incendie sur la locomotive de tête. Les pompiers arrivèrent, éteignirent le feu et suivirent les instructions ferroviaires standards en coupant l'alimentation en carburant de la locomotive. Ils basculèrent également les disjoncteurs électriques dans la cabine, en position éteinte. Avec la locomotive de tête arrêtée, le compresseur d'air cessa de fonctionner. Personne ne le remit en marche. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, pensez à vous abonner. Nous couvrons l'histoire et l'ingénierie ferroviaire chaque semaine. Au cours des heures suivantes, l'air s'échappa lentement du système de freinage à travers les fuites normales que tout train de marchandises connaît. Les freins à main qu'Harding avait serrés étaient censés maintenir le train de manière indépendante, sans l'aide du système pneumatique. Mais un témoin expert qui examina plus tard l'épave témoigna qu'il n'avait trouvé aucune preuve que l'un des 73 wagons-citernes ait eu un frein à main serré. Les seuls freins à main activés se trouvaient sur les locomotives elles-mêmes. Juste avant 1 heure du matin, le 6 juillet, la pression d'air descendit en dessous du seuil nécessaire pour maintenir le train sur la pente descendante de 1,2%. La combinaison des freins à air des locomotives et des freins à main insuffisants ne pouvait plus résister à la gravité. Le train commença à rouler. Que se passe-t-il quand un train pétrolier de 72 wagons dévale une pente de montagne sans équipage et sans frein? Il prend de la vitesse en descendant vers la ville de Lac-Mégantic, à 11 km de là. Quand il atteignit le centre-ville, le train sans équipage roulait à la vitesse d'une autoroute. Il dérailla dans une courbe au cœur du centre-ville et 63 des wagons-citernes s'empilèrent et se rompirent. Le pétrole brut des citernes éventrées s'enflamma, et la tempête de feu qui en résulta détruisit le centre de Lac-Mégantic et tua 47 personnes, la plupart d'entre elles à l'intérieur d'un bar appelé le Musi Café. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada
enquêta pendant plus d'1 an. Ses conclusions, publiées en 2014, identifièrent un enchaînement de défaillances. Des freins à main insuffisants, des tests de freinage inadéquats, une maintenance des locomotives déficients, une supervision faible, et des pratiques opérationnelles qui reposaient sur un seul membre d'équipage pour sécuriser un train transportant des millions de litres de cargaison inflammable sur une pente de montagne. La règle censée prévenir exactement ce scénario existait déjà. La règle d'exploitation ferroviaire canadienne numéro 112 stipule que lorsqu'un matériel est laissé en un point quelconque, un nombre suffisant de freins à main doit être serré pour empêcher tout mouvement. La règle exige que les freins à main seuls soient capables de retenir un train et que cette capacité soit vérifiée par un test. À Lac-Mégantic, ces exigences ne furent pas respectées. La catastrophe remodela les réglementations de sécurité ferroviaire à travers toute l'Amérique du Nord. Transports Canada renforça les règles relatives à l'immobilisation, aux tests de freinage et aux effectifs minimaux d'équipage. La Federal Railroad Administration aux États-Unis suivit avec ses propres révisions des procédures d'immobilisation en vertu du Title 49 du Code des réglementations fédérales. De nouvelles normes pour les wagons-citernes furent introduites et les compagnies ferroviaires transportant des liquides inflammables furent soumises à des exigences plus strictes en matière d'itinéraire et de notification. Mais voici le détail qui compte le plus pour comprendre le frein à main. Au cœur de chaque nouvelle réglementation, des deux côtés de la frontière, se trouvait le même principe qui régit la conception des wagons de marchandises depuis le 19e siècle. Le frein à main doit être capable de retenir le wagon par lui-même, sans qu'aucun autre système ne fonctionne. Lac-Mégantic n'a pas révélé un défaut du frein à main. La catastrophe a révélé ce qui se passe quand on ignore complètement le frein à main. Et si cela semble être un problème de comportement humain plutôt que d'ingénierie, c'est précisément là où je veux en venir. Alors, à quoi ressemble la version moderne de cette roue de frein? Et pourquoi personne ne l'a remplacée par quelque chose de mieux? Cela nous ramène à la roue en acier, à l'extrémité de chaque wagon de marchandises, que vous avez jamais vu passer devant un passage à niveau. Le frein à main moderne est plus raffiné que la roue de toit qui a tué tant de serre-freins, mais le principe sous-jacent est identique. Une grande roue, généralement de 30 à 45 cm de diamètre, se connecte par un mécanisme à engrenage à un tambour à chaîne. Quand la roue est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre, les engrenages enroulent la chaîne sur le tambour, ce qui tire une tige reliée au levier de frein sous le wagon. Les sabots de frein se plaquent contre les tables de roulement des roues, et la conception à vis sans fin du mécanisme empêche la chaîne de se dérouler d'elle-même. La force nécessaire pour serrer correctement un frein à main est généralement comprise entre 45 et 90 kg appliquée à la roue. C'est un effort physique considérable et il doit être fait correctement. Des freins à main insuffisamment serrés ne génèrent pas assez de friction pour retenir un wagon chargé. Des freins à main trop serrés peuvent endommager le système de frein à air connecté ou créer des méplats sur les roues. Et si un travailleur ne serre pas assez de freins à main sur un groupe de wagons, nous avons déjà vu ce qui peut arriver. Mais si le frein à main est si essentiel, pourquoi l'industrie ne l'a-t-elle pas remplacé par quelque chose d'automatisé? Les cheminots signalent encore des blessures liées au serrage et au desserrage des freins à main. Les douleurs dorsales dues à la position de manivelle inconfortable, les chutes en grimpant aux échelles des wagons et les faux pas sur le ballast sont suffisamment fréquents pour que l'industrie ait passé des décennies à rechercher des alternatives. Des brevets existent pour des systèmes de freins à main à entraînement électrique qui permettraient à un moteur de serrer et desserrer la roue à distance. D'autres décrivent des mécanismes de desserrage pneumatique qui désengagent automatiquement le frein à main quand le système pneumatique est chargé. Mais aucune de ces innovations n'a remplacé la roue manuelle sur le wagon de marchandises nord-américain standard. Pourquoi? Chaque alternative automatisée introduit une nouvelle dépendance. Une batterie, un moteur, un capteur, un circuit. Et tout l'intérêt du frein à main est qu'il n'a aucune dépendance. Un frein à main électrique semble être un progrès, jusqu'à ce qu'on se demande ce qui se passe quand la batterie meurt sur un wagon garé, sur une voie de garage, dans le Montana, depuis 3 semaines en janvier. La réponse, c'est exactement le problème, que le frein à main a été conçu
pour résoudre en premier lieu. Alors la roue en acier reste. Considérez le scénario pour lequel le frein à main est conçu. La locomotive a été détachée, l'air s'est échappé, et quelle que soit la source d'énergie qui existait, elle n'est plus là. Toute électronique serait morte. À cet instant, la seule chose qui se tient entre un wagon de marchandises chargé et une descente incontrôlée sur la pente où il se trouve, c'est la friction mécanique d'une chaîne tendue par une vis sans fin, serrée par une main humaine, tournant une roue en acier. Ce n'est pas un manque d'imagination, c'est un choix d'ingénierie délibéré, et il reflète un principe plus ancien que le chemin de fer lui-même. Le dernier recours ne doit jamais dépendre du même système qu'il est censé suppléer. Les chemins de fer des années 1880 tuaient des serre-freins, parce que le frein à main était le seul frein, et l'actionner signifiait grimper sur le toit d'un train, en mouvement. Le frein à air Westinghouse résolut ce problème en rendant le frein à main inutile pour le freinage courant. Mais il créa une nouvelle dépendance à l'air comprimé. Et l'air comprimé a une durée de vie mesurée en heures, une fois le compresseur arrêté. Le frein à main comble ce vide. Voyez-le comme le frein de stationnement du monde du wagon de marchandises, le verrou mécanique qui tient. Quand le verrou pneumatique n'a plus d'air, le frein à main n'a pas besoin d'arrêter un train en mouvement. Il doit simplement empêcher un wagon de marchandises à l'arrêt de devenir un wagon fou. Dans un pays comptant environ 1 600 000 wagons de marchandises, répartis sur 225 000 km de voies, garés sur des voies de garage, laissés dans des triages, positionnés dans des installations industrielles et stockés en rame sur des lignes secondaires, ce travail ne cesse jamais d'être nécessaire. Chacun de ces wagons repose sur des rails qui présentent une certaine pente, même si elle est à peine perceptible. Chacun d'entre eux sera un jour déconnecté d'une locomotive et laissé seul. Quand cela se produit, le frein à main n'est pas un système de secours, c'est le système. Le dispositif de retenue principale est unique, entre 140 tonnes de wagons de marchandises et l'endroit où la gravité veut l'emmener. Il n'y a pas de régulateur qui surveille, pas d'alarme qui sonne, pas d'ordinateur qui intervient. Juste une roue en acier, une chaîne, et la force que le dernier travailleur y a mise. Lorenzo Coffin a passé 18 ans de sa vie à se battre pour offrir aux serre-freins un monde où il n'avait pas à mourir juste pour arrêter un train. George Westinghouse leur a donné le frein à air et le Congrès en a fait la loi. Ensemble, ils ont mis fin à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du travail en Amérique. Mais la roue du frein à main que Coffin avait vu ses serre-freins tourner sur des toits gelés, celle qui leur a coûté leurs doigts et leur vie, elle est toujours là. Au fil des décennies, la roue est passée du toit à l'extrémité du wagon, a gagné un mécanisme à engrenage qui multiplie la force et n'exige plus de personne qu'il grimpe à 3,50 m de hauteur pendant que le wagon est en mouvement. La question qui empêche les ingénieurs ferroviaires de dormir n'est pas de savoir si le frein à main est nécessaire. Après l'acte mégantique, plus personne ne pose cette question. La question est de savoir si la prochaine génération de cheminots comprendra qu'une roue en acier, reliée à une chaîne, n'est pas une relique. C'est le dernier rempart entre l'ordre et la catastrophe. Et si vous voulez voir ce qui se passe quand les chemins de fer oublient les leçons qui ont bâti leur propre système de sécurité, nous avons déjà couvert cette histoire. Cette vidéo vous attend dès maintenant.